Bonjour à tous, et je crois qu'il y a pas mal de monde à distance, donc bonjour aux gens qui se sont connectés également sur le séminaire Systemix, et qui aujourd'hui est dans un format un peu nouveau, un peu différent, puisque c'est pas la première fois, mais on a fait le choix d'opérer ce séminaire avec Dataïa. Et je laisserai Eric dire un petit mot d'introduction après. Moi, je suis très heureux de recevoir Charles Bouveyron, qui est directeur du 3IA de Côte d'Azur, et chercheur également dans l'équipe Masaï, c'est ça, entre l'INRIA et l'Université Côte d'Azur. Charles vient aujourd'hui pour nous parler de ses travaux de recherche qui sont sur des sujets d'apprentissage statistique, mais plutôt sur le volet non supervisé, alors, un volet dont on entend un peu moins parler, mais qui, de mon point de vue, est un sujet très important et qui, sans doute, aura dans les années à venir encore plus d'importance. Enfin, bon, c'est une prédiction. Que je partage. et donc, il va nous parler de ça, et il a des travaux sur des sujets, évidemment sur des sujets clustering, des sujets de données fonctionnelles, sur lesquels on avait eu d'ailleurs quelques travaux communs, du temps où il était sur Paris, et puis aussi des sujets d'apprentissage sur graphe. Enfin bon, il a pas mal de cordes à son arc. Il y a un peu de ça aujourd'hui. Ah, il y aura un peu de ça aujourd'hui, je suis très content. Voilà, donc on a 1 heure pour faire cet échange, mais avant de lui céder la parole, et je vous proposerai de poser vos questions peut-être sur le chat pour les gens qui sont à distance. Je vais passer la parole à Eric Torchman, juste pour un petit mot d'introduction au type de Dataïa. Oui, donc rapidement, donc on est en effet ravis. Je représente donc l'Institut Dataïa, c'est là. Je vous micro. Elle est là. Donc oui, donc je représente l'Institut Dataïa, l'Institut IA de l'Université Paris-Saclay, de l'ensemble de ses composantes. Donc les relations avec Systemix nous ont en effet amené déjà à organiser des événements en commun, mais là on est ravis de pouvoir être associés et participer à ce séminaire. Donc en quelques mots, Dataïa, c'est 42 laboratoires en IA, 1200 chercheurs. En termes il y a aussi des chaires qui sont lancées, une dizaine, et un programme aussi de formation Saclay School, là où aussi avec Systemix, il y a des actions. C'est un programme qui a vocation à massifier toute formation en lien, sur le master, bachelor, et puis aussi beaucoup d'actions avec le monde socio-économique et des industriels. Donc c'est le genre. Confiance. Et puis confiance IA, voilà, le programme confiance justement, où notamment INRIA, qui est le coordinateur scientifique de Dataïa, et fait partie du consortium. Donc j'en oublie peut-être, mais enfin bon, l'idée c'était de montrer que ces actions entre Systemix et Dataïa sont des actions récurrentes, et ça peut être aussi une thématique récurrente comme on l'a fait sur Safety ou sur d'autres, ou sur la confiance. Donc bon séminaire, Charles. Mais merci, en tout cas, merci pour l'accueil. Donc bonjour à toutes et tous. J'espère qu'en ligne vous m'entendez bien. Donc aujourd'hui, j'interviens pour changer en tant que chercheur. Donc je suis donc professeur à l'Université Côte d'Azur. Je suis aussi responsable d'une équipe de recherche à INRIA, et je suis une des chaires de l'Institut 3IA Côte d'Azur que je dirige aussi, mais aujourd'hui je suis en tant que chaire de l'Institut. Alors, je vais vous parler d'apprentissage statistique sur des données spécifiques qui sont des. I speak en anglais ou en français? Je ne vais pas demander. Ici, ça marche en français. S'il y a des gens dans le chat, qui. Oui, voilà. En tout cas, je pourrais répondre à des questions en anglais si besoin, mais n'hésitez pas à me demander de changer. Je vais donc vous parler d'apprentissage statistique avec des données spécifiques qui sont des données d'interaction. Alors, vous allez voir que ça peut être. C'est beaucoup de données de type réseau, mais ça peut être des réseaux bipartis ou des réseaux, on va dire, sociaux. Vous allez voir un mélange d'apprentissage statistique et de deep learning. Alors, juste pour commencer, forcément, l'apprentissage statistique, c'est une partie qui est assez importante aujourd'hui de l'IA. Dans la partie machine learning, bien sûr, il y a une partie forte qui est basée sur des modèles statistiques, et on voit pas mal de choses qui sont de l'hybridation entre des approches statistiques et des approches machine learning, voire deep learning aujourd'hui.
Et c'est ce qu'on fait beaucoup dans mon équipe. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que ça peut donner comme résultat. Sachant, voilà, moi, je viens beaucoup de la partie apprentissage statistique et je rejoins des collègues dans mon équipe qui, eux, viennent plus du machine learning, du deep learning. Et on essaye de faire ce pas chacun l'un vers l'autre. Et il faut dire que les résultats sont assez intéressants aujourd'hui. Le type de données qu'on essaye d'adresser, c'est un peu toutes les situations difficiles. Donc c'est vrai que dans ma carrière, j'ai fait beaucoup de données de grande dimension, de données un peu volumineuses. Il y a eu une partie du temps, et c'est un peu le cas aujourd'hui, où je me suis intéressé à des données qui évoluent au cours du temps, avec des données fonctionnelles notamment. Et quelque chose qui est l'objet de ma chaire 3IA, c'est vraiment être capable de gérer les données hétérogènes. C'est un des travaux que je vais vous présenter tout à la fin. Donc, c'est-à-dire que quand on commence à mélanger différents types de données sur un même problème d'apprentissage. Et puis, quelque chose que j'essaye de garder, mais qui n'est pas toujours évident, parce qu'on a toujours ce compromis un peu performance et compréhension. Mais c'est vrai que quand même, quand on est dans la capacité de fournir un résultat qui soit un petit peu facile à comprendre, notamment pour des non-experts, c'est quand même un moyen peut-être que les usagers s'approprient un peu plus facilement ces outils-là. Moi, j'ai fait pas mal d'applications en médecine et effectivement, les médecins apprécient quand ils peuvent on va dire, visualiser, comprendre ce qui s'est passé. Alors, un mot très rapide sur mon équipe de recherche. Donc, c'est une équipe qui est donc basée à INRIA Sophia Antipolis, qui est commune avec l'université. C'est une équipe d'à peu près 35 personnes aujourd'hui, 6 permanents et puis après un certain nombre de personnels non permanents. Ce qu'on fait, c'est vraiment des modèles et des algos pour l'IA avec ce mélange d'informaticiens et de mathématiciens, de statisticiens, dans la même équipe. C'est d'ailleurs une équipe qui est, administrativement, j'en suis assez fier, qui est commune entre un laboratoire de mathématiques et un laboratoire d'informatique. C'est pas tous les jours qu'on arrive à faire ça. Et ça se passe pas mal, avec voilà, des types de données, des types de problèmes qui vont voilà, de l'analyse réseau, des séries temporelles, pas mal d'analyses d'images, et tout ça dans un mélange plus ou moins efficient d'apprentissage statistique et de deep learning. Alors, c'est pas très habituel, mais je commence quand même comme ça. Je commence par une question. Comment vous pensez qu'on peut faire un lien dans un exposé de ce type-là entre des évêques du bas Moyen-Âge et la surveillance des vaccins Covid? Alors, bon, c'est forcément une question un peu rhétorique. Je vous donne la solution tout de suite. Ici, par le type de données qu'on va utiliser pour essayer de comprendre ce qui se passe dans les deux cas. Vous allez, donc c'est deux applications que je vais utiliser dans cet exposé. Le premier, donc effectivement, on a un jeu de données qui est des connexions, une sorte de réseau social d'évêques des 5e et 6e siècles en Gaule mérovingienne, que vous pouvez d'ailleurs visualiser sur la figure 2. Et donc là, c'est vraiment des données, on va dire, d'interaction. Tout va bien. D'interaction entre ces personnes qui sont des personnes physiques. Et puis, d'autre part, un autre type d'interaction entre, là, par contre, deux types d'individus statistiques. D'un côté, des médicaments, donc notamment les vaccins Covid font partie de ces médicaments, et tous les effets adverses, les réactions adverses qu'on peut observer. Et donc, on a ce type de données d'interaction, ici, avec du comptage, et par contre, au cours du temps, et avec des modèles qui seront communs, je vais vous montrer comment on peut espérer comprendre et faire notamment le clustering de ces deux types de données. Alors, les deux types de données que je considère ici, quand j'appelle données d'interaction, c'est d'une part des réseaux bipartites, donc c'est vraiment le cas de la pharmacovigilance, c'est-à-dire qu'ici, vous pouvez avoir des médicaments et des réactions adverses, et vous voulez essayer de comprendre comment ces deux types d'individus interagissent entre eux. Et puis, des réseaux beaucoup plus simples, où là, par contre, il y a un seul type d'individu, donc ça, c'est plutôt les évêques, avec des personnes qui échangent de façon dirigée ou non. Ici, le réseau est dirigé. Et c'est représenté par ce qu'on appelle des matrices d'adjacence, quand de l'autre côté, on représente ça grâce à des matrices d'incidence. Oui. À quoi correspond une boucle? Une personne qui communique avec elle-même? Exactement.
Alors, c'est le cas, par exemple, quand on écrit un email et qu'on se met en copie. Donc, ça peut vraiment arriver. Mais au niveau des évêques? Alors non, les évêques, ils n'interagissaient pas avec eux-mêmes. Ils envoyaient des lettres. Alors, c'est vrai que il y aura une application rapide aux évêques. En fait, après, forcément, le type de données qu'on utilise, qu'on regarde surtout, c'est effectivement des réseaux sociaux modernes. Et donc là, effectivement, les gens peuvent se mobiliser eux-mêmes dans le réseau, quoi. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce cadre-là, l'apprentissage non supervisé est très important. Souvent parce que ce sont des données qui sont assez peu étiquetées et il y a un vrai intérêt à essayer de comprendre ce qu'il y a dans ces données-là, notamment par exemple sur des données de type réseaux sociaux où on a des données qui arrivent en masse de façon très rapide et en fait la capacité d'étiqueter ces données est en fait assez faible et donc avoir tout de suite le point de vue de l'apprentissage non supervisé, c'est plutôt une bonne option. Moi, je vais beaucoup parler aujourd'hui de clustering, c'est-à-dire on va essayer de faire des groupes de gens qui interagissent de la même façon dans ces objets, dans ces types de données. Alors, par exemple, quand vous voulez faire le clustering des nœuds d'un réseau, des applications très basiques sur un réseau social, c'est par exemple être en capacité de détecter les influenceurs, mais détecter aussi, par exemple, des signaux faibles de gens qui, par exemple, mèneraient des attaques, que ce soit des attaques simplement informationnelles ou des attaques plus physiques. Quand vous voulez regarder par exemple des données ordinales qui seraient aussi de ce type de réseau, par exemple si vous voulez vous regarder par exemple des gens qui mettent des notes sur Amazon quand ils achètent des produits, donc là c'est plutôt ce qu'on appelle des systèmes de recommandation, donc là aussi ça peut avoir un intérêt. On peut aussi vouloir regarder par exemple des données de comptage. On l'avait fait d'ailleurs avec Étienne Combes pour regarder à l'époque le réseau d'échange des stations Vélib à Paris pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc là, ici, une sorte de modélisation de trafic. Et puis, et ça, c'est des choses qui m'intéressent particulièrement, c'est toutes les applications qu'on peut faire en santé publique. Et notamment, les deux objets sont assez intéressants. Alors, la pharmacovigilance, c'est assez évident que d'abord, c'est intéressant depuis très longtemps. Et puis, on en a beaucoup parlé au moment des vaccins Covid. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, ce sont des choses qui sont faites à la main par des médecins. Il n'y a absolument aucun outil automatique qui fait ça. Et notamment quand il y a des vagues extrêmement importantes, on va dire de très grande publicité comme les vaccins Covid, le problème, c'est que ces services de pharmacovigilance sont complètement débordés et risquent de louper des effets qui sont beaucoup plus faibles sur des médicaments qui ne sont pas utilisés par la totalité de la population. D'ailleurs, vous verrez, je vous montrerai un exemple, ça s'est déjà produit par le passé. Et sur l'analyse des réseaux sociaux, en fait, ça peut être intéressant aussi en pharmacovigilance pour justement essayer de détecter justement ces vagues informationnelles pour éviter d'être débordé. Mais aussi, et ça nous avait été demandé par le ministère de l'Enseignement supérieur pendant la pandémie, c'était d'être capable de regarder le réseau de publications médicales et essayer d'orienter les médecins sur quels articles il fallait lire. Et c'est vrai que, par exemple, quand il y a eu la pandémie, il y avait de l'ordre de 5000 articles qui sortaient sur le Covid par mois. Et en fait, les médecins dans les hôpitaux, ils étaient en incapacité de savoir quoi lire, tellement il y avait d'articles. Et donc là, essayer d'analyser ces réseaux de publications pouvait être utile. Alors, je commence par... donc, en fait, j'ai fait un petit amalgame de 3 travaux dans cet esprit-là. Alors, le premier, c'est sur la question de la pharmacovigilance. Donc, je pense que la question maintenant est assez claire. Hein. Vous avez ici en ligne des médicaments et on moniteur chaque pas de temps. Donc, ça peut être par exemple chaque mois. Combien il y a de déclarations. Donc là, ici, ce sont les données de la région de Nice. Donc, c'est à peu près 6 millions d'habitants qui sont concernés. La région au sens large, au sens centre de pharmacovigilance. Et on compte combien, chaque mois, on a de déclarations entre un médicament et des effets adverses. Et vous voyez ici, sur une période de 10 ans, qu'on a des variations qui peuvent être très importantes en termes de déclarations, avec ici, par exemple, un événement qui est super évident, qui est le lévothyrox, qui a été quelque chose, qui a été vraiment un problème de santé publique très important. Mais en fait, ce qui est très difficile à voir, c'est qu'en même temps, il y a un autre problème qui est avec le Mirena. Et en fait, les deux
problèmes sont arrivés vraiment quasiment en même temps, et ça a été difficile pour les personnels des centres de pharmacovigilance de différencier, de voir les deux. Et donc là, si on avait des outils automatiques, ça serait extrêmement confortable. Alors, en termes de maths, bien sûr, n'hésitez pas. Le diagramme supérieur, hein, c'est le temps en horizontal et en... Non, alors là, donc là, ça c'est le temps et ça c'est le nombre de déclarations. Et là, ça c'est vraiment juste les données pour ce mois-ci. Ah, d'accord. Voilà. Donc en fait, d'habitude, j'ai un petit truc à animer, mais ça marche. Donc oui, ça bouge. C'est censé bouger au cours du temps, mais là, aujourd'hui, ça ne bouge pas. Alors, en termes de données, voilà ce qu'on a. C'est-à-dire qu'on a en ligne des médicaments, on a N, en colonne, on a des adverse drug reaction, des effets indésirables. On en a M, et on monitore ça chaque pas de temps. Alors, sur un centre comme celui de Nice, pour que les données soient suffisamment consistantes, on fait ça au niveau du mois. Si on était par exemple sur les données nationales, je pense qu'on pourrait faire ça clairement toutes les semaines de façon assez confortable. Et donc on a une sorte de gros tenseur de ce type-là dont on va vouloir en fait synthétiser les données. Et l'approche qu'on propose, c'est d'essayer de trouver des groupes de médicaments qui vont interagir de façon similaire avec des groupes d'effets indésirables, de sorte à ce que les médecins puissent beaucoup plus facilement suivre les dynamiques, sachant que des médicaments, il y en a de l'ordre il y a à peu près 1000 molécules à suivre, et des effets indésirables, il y en a à peu près 800 qui sont aussi connus et qui sont suivis. Alors, oui, et puis quelque chose que vous avez vu sur les données, c'est que les données sont extrêmement sparses, donc il y a beaucoup de zéros, et donc là, on veut aussi prendre en compte le fait qu'il y ait beaucoup de sparsité pour que ça puisse être robuste à ça. Alors, la modélisation du clustering en ligne et en colonne, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une approche par variable latente. Donc, on va, pour chaque, ici, médicament I, on va lui associer au pas de temps T une variable latente qui suivra ici une loi multinomiale de paramètres alpha de t, où ZI, ça indiquera dans quel cluster, dans quel groupe ce médicament est à l'instant t. On fait la même chose pour les effets indésirables. Donc l'effet indésirable J, au pas de temps t, sera dans le groupe WJ de t, qui lui aussi a une loi multinomiale de paramètres bêta. Donc bêta t. Et donc alpha, ce sera donc les proportions des groupes à l'instant t, et bêta, ce sera les proportions de chacun des groupes, de médicaments, et ici des groupes d'effets indésirables des deux côtés. Et puis on suppose bien sûr que les deux sont indépendants. Pour la partie sparsité, on se propose vraiment d'aller jusqu'à une sparsité qui est assez extrême. Et donc là, on va utiliser des lois, donc des distributions zero inflated. Donc là, pour l'instant, je reste assez général au sens où ça pourrait être n'importe quelle loi zero inflated. En pratique, et vous comprenez, vu les données, après, on va passer à une loi de Poisson zero inflated. Mais pour l'instant, en fait, ça pourrait être n'importe quelle loi. Ça pourrait être zero inflated gaussien ou autre chose. Et ce qu'on fait, c'est que les données, donc les comptages qu'on obtient ici, donc XIJ de T, ça sera le nombre de déclarations de réaction adverse J pour le médicament I à l'instant T, sachant que le médicament I est dans le groupe ZI et que l'effet indésirable J est dans le groupe L, ça sera une loi zero inflated de paramètres xi, okay, avec un prior sur la sparsité de l'ensemble qui, par contre, là, ne dépend pas du bloc, il dépend uniquement du pas de temps. Donc, on imagine que la sparsité, par contre, elle est globale et qu'elle n'aide pas à retrouver les clusters. Alors, les approches zero inflated, c'est assez général et c'est assez simple. C'est-à-dire qu'avec une probabilité pi de t, on suppose que xij de t, quel que soit son cluster, ça sera 1, 0. Et sinon, avec une probabilité 1 moins pi de t,
on aura une certaine loi. Vous allez voir qu'après, on va passer à une loi de Poisson avec des paramètres qui dépendent, par contre, là, des clusters en ligne et des clusters en colonne. Alors, en fait, si vous partez sur un truc comme ça, c'est possible de travailler, mais il y a une façon de simplifier le process pour nous, sachant qu'on a déjà 2 variables latentes. En fait, c'est d'introduire une 3e variable latente, qui va s'appeler ici A, qui vous indiquera si vous êtes dans ce cas-là ou dans ce cas-là. Donc, si AIJ de T vaut 1, ça veut dire qu'en fait, vous êtes sûr d'avoir un 0. Et si AIJ de T vaut 0, à ce moment-là, vous êtes dans le cas ici Poisson, puisque c'est ce qui nous intéresse. Et l'avantage, c'est que bien sûr, les équations 1 et 2 sont tout à fait équivalentes, avec AIJ de T ici, qui est une Bernoulli des paramètres pi de T. Et l'avantage, c'est que maintenant, on a un système avec 3 variables latentes, dont on va pouvoir les modéliser un peu de la même façon, et ça va être beaucoup plus simple pour nous en termes d'inférence juste après. Et maintenant, je vous propose de rajouter aussi une dépendance temporelle. C'est-à-dire que là, maintenant, vous avez ces paramètres alpha de t, bêta de t et pi de t. Et on peut quand même imaginer que le système n'est pas totalement chaotique et qu'il y a une certaine régularité dans ce système-là. Et la façon dont on avait déjà fait ça par le passé, c'était d'utiliser des state space models, donc une approche extrêmement stat, extrêmement classique. En vrai, c'était un très joli travail il y a quelques années, mais c'était un peu l'enfer en termes de coûts de calcul, avec des fils de Kalman dans tous les sens. Et là, on a suivi un peu ce qui se passe, notamment avec les réseaux de neurones, et on a vu qu'il y a pas mal de réseaux de neurones qui se proposent pour gérer des systèmes d'équations différentielles ordinaires, et c'est exactement ce qu'on propose de faire là. Donc là, on se propose que, alors sachant qu'ici, nous, on est en temps discret, on a des schémas de l'air de ce type-là, on se propose que, alors, A, B et C, en fait, c'est les versions, on va dire, softmax de alpha, bêta et gamma. Et donc là, on propose d'avoir une dépendance de l'état précédent au travers d'une fonction Z pour les médicaments, W pour les effets indésirables et A pour la sparsité, qui là, sera modélisé, non pas par un système très compliqué, ça va l'être, mais on va se simplifier, en utilisant simplement des réseaux de neurones. Donc là, on va introduire FZ, FW et FA, qui seront des réseaux de neurones. Alors, on a fait 2 essais, je vous en parlerai un peu plus tard, mais on a fait soit avec des fully connected, soit avec des LSTM, pour gérer cette approche-là. Et donc là, on a une utilisation, une introduction de réseaux de neurones, de deep learning, à ce moment-là pour gérer la dynamique temporelle. Donc on a une partie qui est extrêmement modèle à variable latente, très classique, et ici on a une partie qui est la dépendance entre tous les paramètres de ces variables latentes qui est gérée par des réseaux de neurones. Alors ça se comprend peut-être un peu mieux sur ce graphique-là. Donc vous avez les données ici en vert qui sont observées, donc ça c'est la seule chose qu'on observe au cours du temps. On a cette variable A qui va gérer la sparsité, donc soit une sparsité qui est induite par le zéro, soit par la loi qui dépend du cluster. Les clusters en ligne, les clusters en colonne qui, bien sûr, vont déterminer les paramètres de la loi de Poisson en fonction des différents blocs. Et les proportions de ces groupes en ligne et en colonne qui, eux, vont dépendre du temps au travers des réseaux de neurones FZ et FW. Et la même chose, pour la sparsité. Donc là aussi, la sparsité à chaque pas de temps dépend de la sparsité au temps précédent au travers d'un autre réseau de neurones. Donc voilà le modèle génératif qui est supposé générer nos données de pharmacovigilance, et puis bon, tout type de données de ce type-là. Alors bien sûr, après la question, c'est comment, à partir des données en vert, je récupère les infos sur tout le reste. Et ça, c'est forcément un peu l'enjeu. Alors là, on part sur une approche de type algorithme expectation maximization. Alors, étant donné qu'on a déjà 2 variables latentes, en fait là on en a 3, que tout est un peu interdépendant aussi au cours du temps, on utilise une approche de type variationnel, donc type VEM. Donc on fait une décomposition assez classique de la log-vraisemblance entre une borne inf et puis une distance une divergence de Kullback-Leibler. Et puis, on va faire quelques hypothèses variationnelles, tout à fait classiques à nouveau, qui est que la distribution variationnelle de ZW et de A, déjà, elle factorise en
A, Z et W, et puis même à chaque pas de temps, tout va factoriser. Donc ce sont des hypothèses qui sont un peu lourdes, un peu importantes, mais c'est la seule façon de pouvoir s'en sortir de façon assez légère en coût de calcul, et c'est l'approche qu'on fait ici. Et quand vous faites ces hypothèses-là, vous vous retrouvez, alors ici c'est dans le cas Poisson, donc là forcément là, je suis obligé de spécifier quelle loi Zero Inflated j'utilise. Donc là c'est la loi Poisson, donc là le paramètre de la loi Poisson ici ce sera lambda actuel. Et on se retrouve avec une borne qui va donc être maximisée, qui a cette tête-là, avec les différentes parties qui sont mobilisées, les parties qui sont liées aux médicaments, aux effets indésirables et à la sparsité. Et alors, comment inférer tout ça? Alors, c'est intéressant parce que on a des parties qui sont explicites, pour lesquelles on peut faire les calculs, donc pour lesquelles on va pouvoir trouver les paramètres optimaux d'update, et puis bien sûr d'autres parties qui sont notamment liées au réseau de neurones. Donc ces réseaux de neurones ont un grand nombre de paramètres qu'il faut optimiser, où là on va utiliser des approches de type gradient stochastique, et on mélange ça donc dans un algorithme ici VEM. Donc on a une étape d'expectation variationnelle ici qui va être le calcul de nos distributions variationnelles conditionnelles. Et puis, on a un update qui est explicite pour lambda. Et par contre, tous les paramètres qui sont liés à alpha, bêta et pi, eux, ils vont être optimisés par descente de gradient avec des approches. Enfin, pour le coup, là, on utilise PyTorch pour faire cette descente de gradient avec les outils efficaces. Donc ça, c'est l'approche qui est proposée. Alors, il y a des spécialistes d'optimisation dans la salle, donc clairement, c'est une proposition d'algorithme d'optimisation. Donc là, par exemple, vous allez voir, ça marche. La question, est-ce que tout ça, c'est très optimal? Ça serait des objets à étudier. Bon, chacun son métier, mais voilà, en tout cas, on fait une proposition d'un algo d'optimisation qui est censé faire le boulot. Vous avez des bornes ou pas, enfin, une optimisation? Alors, voilà, donc on sait ce qu'on optimise. On optimise, c'est ça. Après, est-ce que cette stratégie-là, elle est intéressante, optimale? Ça, c'est bon. A priori, on reste dans un cadre qui est très EM généralisé, puisqu'en fait, à chaque fois, on fait que maximiser. Donc, normalement, je pense que ce qui est sûr, c'est que ça va dans le bon sens. La question, c'est est-ce que ça y va à la bonne vitesse? C'est une autre question. Mais en fait, quand tu arrêtes aussi ton algo, est-ce que tu as peut-être pas avec un gradient stochastique et puis vu la masse des données, mais des fois, on peut avoir des bornes up ou des bornes sub sur les solutions qu'on ouais, ça serait intéressant à voir. Sur la qualité. Alors là, on n'a pas utilisé ça du tout. Alors, pour vous montrer que ça marche et que ça sert à quelque chose, donc quelques simulations. Donc, vous avez ici les trajectoires en temps qui sont simulées pour alpha, bêta et pi. Et voilà, sur un jeu de données un peu exemple, donc plutôt facile, voilà les estimés qu'on est capable d'obtenir, et avec des choses qui sont quand même assez intéressantes, parce que, par exemple, si vous aviez à gérer ça sans la dynamique temporelle, vous voyez que ici, au moment où ça se croise, il y a quand même de bonnes raisons que ça puisse switcher, en fait, ça puisse remonter. Ils comprennent pas que le cluster, il est en train de décroître. C'est-à-dire que là, si on avait une approche qui n'était pas de ce type-là, il pourrait se dire, quand il arrive là, en fait, la bleue, elle redescend et celle-là, elle monte. Donc là, il comprend qu'il y a quand même une direction et il la suit. Pareil. Des données synthétiques, ça? Ça, c'est des données synthétiques pour l'instant. Sur des données synthétiques, donc là, vous avez vu, il y a des sortes de barres verticales. Donc, je vous montre juste ce que ça donne, les matrices d'incidence pour ces deux instants-là. Donc, vous voyez que là, vous avez des médicaments qui ont une certaine, on dirait ici, intensité avec des effets indésirables. On voit effectivement une partition ici qui est celle-là. Et un instant plus tard, on voit que cette dynamique a complètement changé, avec des groupes qui sont plus de la même taille, et puis une sparsité qui s'est déplacée en fonction des clusters. Donc là, ici, il faut bien comprendre que ce sont les médicaments qui changent de cluster en fonction des intensités. Donc les blocs, eux, gardent leur sens. C'est-à-dire que ce bloc-là, c'est bien le même que ici, puisqu'il a une intensité qui est plutôt faible.
Donc, on va faire changer les médicaments de cluster en fonction de leurs interactions. Ah oui, alors, quelque chose d'intéressant, bien sûr, dans ce genre de situation, la question, c'est combien de groupes de médicaments et combien de groupes d'effets indésirables. Alors là, il y a une propriété qui est assez intéressante et qu'on avait déjà observée dans un autre cadre, qui est que ces modèles-là ont une bonne capacité à garder des groupes inactifs. Et donc là, en fait, ce qu'on fait très simplement, c'est qu'on initialise avec 10 groupes en ligne, 10 groupes en colonne. Et en fait, vous voyez qu'il y a un certain nombre de groupes qui ne sont pas du tout mobilisés. Donc ça, c'est pour les mêmes données que tout à l'heure. On voit qu'ils retrouvent les trajectoires en gardant 7 groupes qui sont vides pour alpha et 8 groupes qui sont vides pour bêta. Donc ça, c'est quand même une propriété qui est très intéressante et qui est vraiment due à la partie réseau de neurones. Quand on faisait ça avec des state space models, clairement, il fallait le gérer. Ça ne marchait pas comme ça. Et en termes de sélection de modèles, donc là, sur 50 jeux de données, vous voyez que dans 86% des cas, ils récupèrent le bon modèle en ligne, en nombre de clusters en ligne, nombre de clusters en colonne. Et quand ils se trompent, alors là, c'était intéressant, ils se trompent beaucoup plus sur... donc là, des fois, il peut se tromper lourdement, mais seulement sur le nombre de groupes en ligne, plutôt. Donc là, mais quand même, c'est globalement plutôt satisfaisant, sachant qu'on est en non supervisé. Et ils sont sur le groupe de médicaments ou le groupe d'effets indésirables? Groupe de médicaments, là. Voilà, c'est des données simulées, donc là, on n'est pas encore sur les... Alors, pour en venir à quelque chose de très concret, donc là, on a analysé 7 années en utilisant des trimestres comme unité de mesure pour de l'ordre de 27 000 déclarations de patients sur la région pharmacovigilance de Nice. Donc, en fait, c'est pas tout à fait la région PACA, mais pas loin. Donc, ça fait quand même ici... Alors, on a quand même seuillé, donc là, on a quand même considéré tous les médicaments et les effets indésirables qui étaient mentionnés au moins 20 fois quand même sur les 7 ans, pour pas que ça soit complètement délirant. Et donc, ça faisait quand même 236 médicaments, 324 effets indésirables sur 29 trimestres. Et voilà la dynamique qu'on observe. Alors, en vrai, vous voyez tout de suite des choses extrêmement évidentes ici et ici. Donc là, c'est 2 crises. Ça, c'est le lévothyrox et Mirena. Et ça, c'est les vaccins Covid. Vous voyez vraiment un effet par la publicité qui est extrêmement important et qui gêne vraiment, vraiment les centres de pharmacovigilance. Je me souviens très bien que pendant la pandémie, un jour, j'écoutais sur France Info une chef d'un service de pharmacovigilance qui appelait la population à ne pas déclarer les effets connus. Et ben, en fait, les gens font des déclarations pour dire j'ai fait un vaccin Covid, j'ai mal au bras. Et donc donc là, il y a un médecin qui regarde ça tous les jours. Et donc c'est extrêmement gênant. Donc et là, vous le voyez. Donc là, on est en janvier 2015 et mars 2022. Et quand on fait cette analyse, on récupère une matrice donc d'interaction entre ici les clusters de médicaments et les clusters d'effets indésirables, qui est de ce type-là. Donc ça, bien sûr, pour les médecins, c'est des choses qui vont leur parler. Et les médecins, pardon, les médicaments et les effets indésirables vont changer de groupe en fonction de la dynamique. Donc ça, c'est quelque chose qui parle beaucoup plus aux médecins qu'à nous. Et par contre, ce qui est intéressant, alors ça, c'est l'estimation de la sparsité. Donc la sparsité, vous voyez qu'elle chute vraiment drastiquement au moment du vaccin Covid. Enfin, ça marche à l'envers, hein, la sparsité. Et puis, quand vous regardez les dynamiques en alpha et en bêta, vous voyez des choses qui sont intéressantes avec vraiment des très grosses ruptures ici sur Mirena et lévothyrox, et ici notamment sur les vaccins Covid. Et en fait, le cluster qui est vraiment intéressant, c'est lui, parce que finalement, les effets sur la santé publique, c'est souvent des petits nombres de médicaments. Donc en fait, les médecins surveillent surtout les petits clusters. Donc là, le cluster bleu, ça c'est un cluster effectivement de médicaments qui pose problème. Et le cluster ici violet, ça c'est vraiment les vaccins Covid. Et puis à nouveau, là, vous voyez qu'on en avait mis des supplémentaires qui sont restés vides. Donc là, la sélection de modèles s'est faite assez naturellement. On avait mis 10
clusters dont un certain nombre n'ont jamais été utilisés. Voilà, et donc là, il y a un article qui est en cours de rédaction sur la partie pharmacovigilance, dont je serais bien incapable de vous dire des choses très intelligentes. Vous pourrez le lire bientôt. Donc là, il y a les collègues du centre de pharmacovigilance qui rédigent ça. Alors, dans le même esprit, je vais vous parler d'un modèle qui est assez similaire, donc cette fois-ci pour l'analyse de réseau. Donc là, on sort des réseaux bipartites et on s'intéresse vraiment à des réseaux de type réseaux sociaux, réseaux d'email, mais ça peut être aussi des choses beaucoup plus, par exemple, biologiques, comme des réseaux de protéines. La partie apprentissage statistique dans ce cadre-là a été assez active, on va dire, depuis une vingtaine d'années. Moi, j'ai fait quelques travaux là-dedans, notamment avec mon collègue Pierre Latouche, et la partie aussi de Washington avec Adrian Raftery et ses collègues, soit en utilisant on va dire des générations probabilistes, donc beaucoup du stochastic block model, soit en utilisant des positions latentes, le latent position model justement de Raftery, Hoff et Hancock. Ces deux grandes familles de modèles sont assez intéressantes. À titre personnel, j'ai beaucoup contribué plutôt à étendre le stochastic block model, puisque c'est un modèle qui est extrêmement flexible, mais qui ne présente pas l'intérêt du latent position model, qui est justement la capacité à visualiser. Donc, en fait, finalement, ils ont tous un peu leur intérêt. Et puis d'un autre côté, vous avez toute une communauté qui s'est mise à regarder ça depuis pas très longtemps, sur toute la partie deep learning, et qui ont commencé à utiliser des approches de type variational autoencoder pour encoder des réseaux et en faire le clustering dans l'espace de visualisation. Alors souvent, par contre, c'est des choses qui sont extrêmement ad hoc, au sens où ils font la visualisation et ensuite ils utilisent simplement un K-means, et donc la visualisation n'est pas du tout pensée pour faire du clustering. Alors que les approches statistiques, qui pourraient être un peu moins puissantes, elles ont cet avantage. Alors, vous comprenez bien que l'objectif dans ce travail-là, c'est de combiner les deux, et on est parti sur le latent position model, et on se propose de l'étendre en utilisant un encodage qui soit deep, à la fois en encodage et en décodage. Donc l'idée, ça va vraiment être de construire un espace latent, mais pour lequel on sait qu'on veut qu'il y ait une structure en groupe d'emblée. Donc là, c'est vraiment l'idée des autoencodeurs variationnels, mais par contre en mettant tout de suite cette variable latente de clustering qui soit présente. Ce qui est plutôt innovant dans ce cadre-là. Alors, au début, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là, ça m'a demandé beaucoup d'efforts de comprendre dans une visualisation de type deep learning. Donc ça, c'est vraiment le type de visu qu'on voit dans les articles de deep learning. Qu'est-ce que c'était la partie modèle génératif que moi je fais depuis des années, et qu'est-ce que c'est la partie inférence que je fais aussi depuis des années. En fait, donc, à force, on a compris, c'est que toute la partie décodage, c'est vraiment ce que moi j'appelle le modèle génératif. Et toute la partie encodage, c'est clairement ce qu'en statistique, on appelle l'inférence. Et donc, quand on a compris ça, ça permet effectivement de vraiment hybrider les choses de façon assez intéressante. Alors, là, vous allez voir que vous allez retrouver à peu près les mêmes éléments que dans le modèle précédent. On a cette variable latente, donc là, on n'a plus qu'un seul type d'individu, donc on a une seule variable latente, C, qui va encoder le groupe du nœud I, donc de l'individu I du réseau, toujours avec une variable multinomiale. Ici, on n'a plus du tout de dynamique temporelle pour l'instant. Donc là, on a juste une variable pi qui va être les proportions des différents groupes. Et puis, on a cette variable latente Z qui va représenter dans une sorte d'espace imaginaire la position de l'individu I de ce réseau. Et donc là, simplement, sachant que cet individu est dans le groupe K, on va supposer qu'il est distribué sur une loi normale autour d'une moyenne pour son groupe avec une certaine variance. Vous voyez qu'ici, un mélange de Gaussienne va apparaître assez rapidement. Et la partie encodage, c'est-à-dire que là, maintenant, ce qu'il faut, c'est décodage, c'est être capable de savoir comment les interactions entre les individus sont générées à partir de ces positions latentes. Et ici, là, on utilise exactement
le décodeur du latent position model, qui est relativement simple, puisque la probabilité de connexion entre les nœuds I et J ne va dépendre que de la distance dans cet espace latent entre ces individus. Donc, s'ils sont éloignés, a priori, ils auront une probabilité faible d'être connectés, et s'ils sont très proches, ils auront une probabilité grande d'être connectés ensemble dans le réseau. Donc, c'est simplement ce décodeur, donc extrêmement simple, qui est mis en place. Alors, vous voyez quand même apparaître une variable alpha qui va simplement, en gros, gérer le niveau de sparsité de votre réseau. Et ici, vous avez bêta y qui pourrait être utilisé pour des covariables sur les individus. Alors, en fait, dans le réseau social des évêques, notamment, on a la temporalité, donc on gère le temps avec cette covariable. Y, par contre, étant une donnée aussi. Y étant une donnée. Alors, maintenant, la partie forcément, on va dire, inférence, on part aussi sur une approche donc variationnelle. Donc, vous reconnaissez les mêmes décompositions de la log-vraisemblance que tout à l'heure. Et puis, on va faire des hypothèses variationnelles. Alors, par contre, des hypothèses variationnelles qui vont être encore plus fortes qu'avant, puisque tout à l'heure, on supposait que la distribution variationnelle de Z factorisait, certes, mais là, non seulement on suppose qu'elle factorise, mais en plus, on suppose que c'est une gaussienne. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, pour chaque individu sera gaussien autour de sa propre moyenne, qui sera issue par un réseau de neurones des données d'entrée. Donc ici, mu phi i de a i, donc c'est-à-dire que la distribution variationnelle de zi, ça sera une gaussienne, mais centrée en une moyenne propre qui dépendra par un réseau de neurones, ici G, des données d'entrée de toute la matrice d'incidence. Et donc là, on prend en compte vraiment cet aspect encodage profond. Et ici, ce qu'on propose, donc là, on pourrait utiliser n'importe quel réseau de neurones. Là, on utilise un graph convolutional network pour encoder ça, avec un ensemble de paramètres qui sont phi, qui, comme vous le comprenez bien, seront aussi à optimiser. Et on fait une hypothèse variationnelle supplémentaire sur C. Donc la distribution variationnelle de C, ça sera une loi multinomiale, donc là c'est beaucoup plus classique, de paramètres gamma i. Et quand vous faites ça, vous arrivez à écrire à nouveau une borne qui va être à optimiser. Et l'algo qu'on se propose de faire, c'est à nouveau un algo de type variational EM, mais encore avec des parties d'optimisation par gradient stochastique. Donc vous avez un certain nombre de paramètres, gamma, pi, mu et sigma, que vous pouvez écrire directement, parce que là, ce sont des équations qui sont tout à fait simples à résoudre. Et puis, vous avez par contre les paramètres du GCN, qui là, par contre, sont clairement à optimiser par rapport à la borne et en utilisant un algo de descente de gradient. Et donc là, à nouveau, on code ça et on utilise les outils de PyTorch pour faire cette optimisation. Alors, pour vous montrer que ça marche, on a fait quelques simulations. Alors, c'est assez intéressant de voir ça. Alors là, ça, c'est le scénario A, mais je vais passer directement au scénario B. Donc là, ce qu'on a proposé, c'est que simuler selon un stochastic block model. Donc là, on n'est clairement pas sur notre modèle. Donc, c'est vraiment pas une situation qui est favorable au deep latent position model. Et on a comparé un certain nombre de méthodes. Donc, le stochastic block model avec lequel on a généré les données, pourtant, donc qui devrait marcher vraiment le mieux, notre algo, et puis 3 compétiteurs, dont 2 sont deep. Et donc ça, c'est simplement le LPCM de Hoff, Hancock et Rafter. Alors bon, LPCM, vous voyez que ça ne marche pas, mais ça, c'est tout à fait attendu. On voit que les méthodes deep sont quand même plutôt très bonnes. Donc en fait, ici, plus on va là, plus c'est difficile, parce que il y a un overlap qui est de plus en plus important entre les groupes. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que vous voyez que à partir d'un certain moment de difficulté, et ben en fait, le deep LPM passe devant le stochastic block model, qui pourtant, lui, a le bon modèle. Et donc là, on voit que, certes, c'est des situations difficiles, donc il faut aller vraiment très loin dans des situations où il y a un overlap qui est très important. Et on voit que là,
il y a un apport de la flexibilité du deep learning. Et puis, je pense aussi la partie optimisation est finalement peut-être encore meilleure que celle qui est faite dans le stochastique de modèle. Donc, ces petites choses-là font qu'à ce moment-là, on arrive à passer, enfin, en tout cas, moi, en tant que statisticien, c'est la première fois que j'arrivais à battre le modèle qui avait généré les données sur ses propres données, quoi. Donc là, on arrive à voir ça, et c'est quand même c'est un résultat assez intéressant. Ça a remis en cause pas mal de mes croyances. Autant vous dire que la doctorante qui arrivait avec ce résultat-là, la première fois, je l'ai renvoyée refaire les expériences. On est d'accord. Bon, à nouveau, la sélection de modèles. Alors, ça, c'est quelque chose qui a été mis en évidence par un certain nombre de papiers. En fait, il s'avère que sur ce type de modèle, la borne devrait permettre de choisir le bon nombre de groupes et la bonne dimension de l'espace latent. Donc, on a juste testé et en fait, ça marche. Donc là, il n'y a pas vraiment de raison que ça le fasse. Alors, c'est sûr que quand on est statisticien, on se dit, bon, peut-être que les contraintes qu'on met avec le réseau de neurones, ça pourrait être vu comme des a priori bayésiens, etc. Bon, en vrai, c'est pas ça, mais ça marche. Donc là, on a une vraie capacité, en juste regardant l'évolution de la borne, à choisir à la fois la dimension de l'espace latent et le nombre de groupes. Et donc ça, c'est tout à fait confortable. Ça mériterait clairement d'avoir des résultats théoriques là-dessus. Là, c'est tout à fait empirique. Ça marche, on ne sait pas vraiment pourquoi. Et quand même, je vous avais parlé du réseau des évêques. Donc, c'est un réseau qui est assez sympa, parce que c'est un réseau qu'on avait déjà analysé avec Pierre il y a 10 ans. On travaillait à l'époque avec Stéphane Lamassé de l'Université Paris 1, qui est un historien médiéviste, et qui nous avait amené ce très joli réseau d'évêques de la Gaule mérovingienne. Donc là, il y avait un siècle de données d'évêques qui échangeaient dans des réunions ecclésiastiques. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous analysez ce réseau-là avec DeepLPM et que vous mettez en entrée, en covariable, la date d'activité des individus, vous pouvez, on ne voit pas très bien avec les couleurs, peut-être en ligne c'est mieux, mais vous pouvez retrouver des structures, ici par exemple en noir, qui se répètent au cours du temps. Donc ça, ce sont des gens qui ne se connectent jamais, parce que tout simplement, là, il y a 1,5 siècle d'écart entre les gens, mais simplement, au cours du temps, ils ont répliqué dans le réseau des comportements que le clustering a en capacité de remettre à jour. Donc là, on voit par exemple les noirs, qui jamais se connectent, mais pourtant, on voit réapparaître cette structure-là. Les verts, pareil, on voit des comportements qui sont similaires, alors même que les gens ne se sont jamais connectés et ont vécu vraiment à des périodes qui sont très différentes, mais on reproduit des schémas de connexion, des schémas de pouvoir, parce que vous imaginez bien qu'à l'époque, l'Église est un objet de pouvoir dans ce réseau d'ecclésiastiques. Et puis, je ne connaissais pas la base de données, c'est des correspondances entre individus, c'est ça? Non, c'est des comptes rendus d'assemblées d'évêques où il y a vraiment les minutes. Donc en fait, en plus c'est en latin médiéval, donc on ne peut pas faire ça sans nos collègues historiens. Donc là, ça reporte vraiment que l'évêque de Tours a pris la parole sur ce sujet-là, que l'évêque d'Angers était contre. Il y a l'évêque de je ne sais quoi qui est intervenu, qui a dit ça, etc. Et en plus, à la fin, ils ont tous signé. Donc on a vraiment l'attestation que ces échanges ont vraiment eu lieu. Et donc à chaque fois, nous, ça nous permet de coder le fait qu'il y a eu une interaction. Dans le travail de 2014, qui est cité ici, en fait, on gérait le type de connexion. Là, on l'a oublié. On simplement dit qu'ils ont interagi. Ils ont interagi. Mais à l'époque, en fait, on sait même ensemble ou pas, c'est pas dans le réseau. C'est pas dans l'info. Non. C'est vraiment l'interaction qui est encodée. Oui. Les points, la position du point, elle a un sens. Oui, c'est la position latente. C'est la position de l'espace latent qui est construit. Donc en plus, vous voyez, ça fournit une visualisation qui est tout à fait intéressante. D'ailleurs, là qui fait bien apparaître la temporalité. Et très rapidement, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, c'est l'extension extrêmement... Donc ça, c'est un travail qu'on a soumis il y a 10 jours sur Archive. C'est qu'en fait, et d'ailleurs c'était le cas pour le réseau des évêques, très souvent en fait sur les arêtes, vous avez du texte. Parce qu'en fait, les gens, ils se parlent et en fait, on a la trace de ce qu'ils se disent. Donc en fait, quand on y pense, c'est assez évident. C'est le cas des réseaux sociaux, de Facebook, de Twitter.
les Panama Papers, les publications scientifiques, les réseaux de brevets, les emails personnels, les emails d'une entreprise, et même si vous allez sur les fichiers médicaux, enfin, en gros, toutes les interactions aujourd'hui sont encodées plus ou moins par du texte, et donc c'est extrêmement possible et intéressant de l'utiliser. Alors, juste pour vous montrer maintenant, on continue de se focaliser, donc là, ce qu'on veut, c'est regarder exactement le même type de modèle qu'avant, sauf que cette fois-ci, on aimerait comprendre ce qui se dit sur les arêtes. Donc là, un exemple très simple, vous avez 9 personnes qui échangent des emails, et puis si nous, on regarde un petit peu, on voit très rapidement en fait, qu'il y a des gens qui parlent de pêche et d'autres qui parlent de basket. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une information qu'on aimerait qu'une méthode automatique soit en capacité d'extraire. Et si en plus vous faites le clustering, et ben forcément, ça pourrait avoir du sens de faire à la fois le clustering des nœuds et le clustering des arêtes, c'est-à-dire de sorte qu'on sache à la fin qui parle à qui et de quoi. Ça serait vraiment la synthèse ultime. Alors, en gros, si vous reprenez le modèle d'avant, vous pouvez garder, donc ça en fait, l'étage du haut, c'est exactement le modèle d'avant, d'accord? Et là, ce qu'on propose, c'est de dire, bah, OK, en plus, on observe le texte sur les arêtes. Donc là, W, c'est la matrice de l'ensemble des textes qui sont échangés sur les arêtes. On va répliquer un peu la même idée, mais cette fois-ci, forcément, on ne va pas prendre un encodeur pour des réseaux, mais un encodeur pour du texte. Donc il y a un modèle qui s'appelle Unbounded Topic Model qui permet d'encoder du texte. Par contre, la distribution variationnelle, on va la supposer un peu du même type, mais forcément spécifique. Donc là, c'est un mu Q de A, et là, c'est un mu Q de Y, de Z et de Y. Et puis, on va contraindre à ce qu'il y ait à la fois une représentation latente des individus, mais aussi une représentation latente des échanges, des textes. Donc attention, là, il y a n individus, et là, vous pouvez avoir de l'ordre de n carré échanges. Parce que ça, c'est tous les échanges entre les paires de gens. Et par contre, on veut que le clustering, il gère les deux en même temps. C'est-à-dire qu'on veut trouver des groupes de gens qui se parlent, qui interagissent de la même façon, mais qui se parlent aussi de la même chose. Et puis après, on n'a plus qu'à décoder. Donc là, on décode comme tout à l'heure. Et ici, on va décoder aussi du texte. Donc en fait, on va utiliser aussi le décodeur de ETM. Donc en termes de modèle génératif, vous voyez que ça change pas grand-chose sur cette partie-là, parce que ça, c'est exactement le DeepLPM que je vous ai présenté. Et puis, sur l'encodage des arêtes, vous allez supposer que votre position latente de la paire IJ, c'est-à-dire que ce que se disent les gens, ça va être conditionnel au fait déjà que les gens se parlent, et puis des clusters de I et de J. Donc, c'est-à-dire qu'on va supposer qu'en fait, les gens se parlent de certaines choses en fonction de leur cluster d'appartenance. Donc, par exemple, si vous remettez ça dans le contexte, par exemple, politique aujourd'hui, si vous prenez, je sais pas, deux personnes des Républicains, ils vont peut-être plus s'intéresser à, je sais pas, sécurité, économie, que si vous allez prendre des gens dans la NUPES. Vous voyez, donc chaque groupe de gens va avoir un peu ces topics. Et donc ça, c'est ce qu'on essaye de coder ici. Et puis, ça, on suppose que ça va être une distribution normale. Ensuite, on fait un softmax pour obtenir les proportions des topics. Et une fois qu'on a les proportions des topics, on peut enfin tirer les messages. Donc, dire de quoi ils se parlent. Vraiment, avec quel mot du dictionnaire. L'inférence, c'est un peu ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc ça, c'est la partie que je vous ai présentée tout à l'heure. Et là, on fait un peu la même chose, mais pour la partie texte. Et cette fois-ci, l'encodeur ici, ce sera l'encodeur ETM. Et puis, on remet ça dans une sorte de gros variational EM pour gérer ça avec forcément plus de réseaux profonds, puisque vous avez à la fois un GCM d'un côté et un ETM de l'autre côté. Et quand vous appliquez ça, par exemple, aux données de l'entreprise Enron, donc Enron, c'est une entreprise qui a fait faillite en début 2001, et à l'époque, c'était la plus grosse faillite d'entreprise américaine. Donc, pour les Américains, ça reste un très, très gros scandale. Et il y a quelque chose de très intéressant, c'est que l'agence fédérale d'enquête sur les fraudes à la bourse avait saisi le serveur mail à l'époque et avait rendu public tous les mails de l'entreprise. Et en fait, c'est à ce jour le seul jeu de données d'email d'une entreprise qui est public.
Donc là, vous pouvez aller voir et vous avez tous les mails de 150 personnes de la direction de l'entreprise qui s'échangent pendant 2 ans. Vous voyez la dynamique la dynamique. Et ce qui est intéressant, c'est que clairement, il y a des choses qui ont les données, parce que ça, c'est la date à laquelle cette agence fédérale dit on ouvre une enquête. Vous voyez, les gens arrêtent de parler. Bizarre. Et ça, c'est la date où il y a forcément la banqueroute de l'entreprise. Et si vous faites l'analyse avec ce DEEP LPTM, vous êtes en capacité de faire le clustering à la fois des nœuds. Donc, vous voyez que là, les nœuds ont une couleur qui représente leur groupe, mais aussi des arêtes. Donc là, on peut savoir quel est le thème de discussion préférentiel de 2 personnes. Donc là, ça a trouvé qu'il y avait 7 groupes d'individus et 10 thèmes de discussion. Et puis, vous pouvez essayer de vous faire une idée de ce qu'il y a dans les thèmes de discussion en regardant les top words. Et vous voyez des choses assez... pour certains, il y a des choses, par exemple, ici, on voit que le thème vert foncé, c'est vraiment simplement de la logistique. On déménage des chaises, etc. On branche des téléphones. Bon. Il y a des choses peut-être qui sont un peu plus politiques. Par exemple, ici, c'est interview, fantastique, dinner. Donc là, c'est des histoires avec des sénateurs de Californie. Et puis, par contre, il y a un truc assez énorme et qui est vraiment très intéressant parce que ça représente que très peu de messages du jeu de données et pourtant, ça sort comme un topic. Vous voyez ici Grisby, Taliban, Forces, Afghanistan, Gaskill. Et en fait, donc, on est en 2001. Et à cette époque-là, l'entreprise Enron était, avec l'appui de la Maison-Blanche, en train d'essayer de faire passer un gazoduc en Afghanistan. Vous voyez, en 2001, ce n'était pas franchement la bonne ambiance pour ça. Et en fait, Enron était toujours impliqué là-dedans. Et en fait, ça fait partie, c'est le scandale politique d'Enron. Et là, c'est intéressant parce que la méthode, elle sort tout de suite un topic là-dessus. Alors que c'est très peu de messages dedans. Voilà, et puis bon, ça c'est juste une sorte de ce qu'on appelle de méta-réseau qui permet un petit peu de simplifier la visualisation, et donc là toujours dans l'esprit de pouvoir fournir ça à des personnes non expertes qui comprennent un petit peu le sujet. Donc voilà, je vous ai présenté en gros 3 travaux qu'on a fait ces deux dernières années avec des doctorants, donc Ding Liang, Julia Marchello et Rémi Boutin. Donc vous avez les préprints, n'hésitez pas à les regarder si vous voulez. Vous voyez qu'en tout cas, ce qui est intéressant dans ces travaux-là, je pense, c'est vraiment cette découverte du mélange entre stats et deep learning avec des choses qui sont intéressantes et pour l'instant pas 100% compris. Donc il y a matière à faire des choses. Et puis, j'ai l'habitude de terminer avec cette phrase qui, je trouve, représente bien, cette citation de Paul Valéry qui représente bien l'apprentissage statistique. Donc, ce qui est simple est toujours faux, ce qui n'est pas est inutilisable. Donc, on est un peu toujours entre les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Charles, pour cet excellent exposé. Pour rebondir sur ce que tu disais, est-ce que par exemple pour la première partie sur le zero inflated des PM, qu'est-ce qui permet de garder la dépendance temporelle malgré l'hypothèse variationnelle? Est-ce que c'était le réseau de neurones Ah là, oui, voilà, c'est vraiment le réseau de neurones qui gère. Donc là, le réseau de neurones a vraiment cette responsabilité de gérer sur alpha, sur bêta, et donc les proportions des groupes, mais aussi sur pi. Donc là, le pi de t va dépendre au travers d'un réseau de neurones des pi de t précédents. Voilà. Oui, d'ailleurs, merci de revenir là-dessus, parce que j'ai dit que je vous en parlerai, j'en ai pas parlé. Donc au début, on a utilisé un fully connected neural network qui était quand même très bien, mais qui lissait beaucoup. Là, récemment, on est passé sur un LSTM qui autorise un peu plus d'aléas, on a trouvé, ce qui finalement donne un peu plus de liberté. C'est pour ça que là, vous avez vu que les courbes que je vous présente sont extrêmement lisses, et ce qui est en fait pas si vrai que ça quand vous commencez à descendre à une granularité qui est de la semaine en pharmacovigilance. Et le LSTM est un peu plus souple là-dessus et permet des sauts qui sont un peu plus brutaux. Voilà. Une question sur la deuxième partie. On avait aussi tenté de faire des choses, mais pas sur des données de type réseau. Quand on cherche à forcer l'espace latent Z
accommoder une structure à travers un vrai pixel. Est-ce que dans ton expérience, tu as pu avoir face à du mode collapse, parce que des fois on s'était rendu compte, même si on veut avoir un espace latent Z qui est hétérogène, finalement on se retrouve avec une gaussienne. Ça, on avait galéré un peu. Écoute, là on n'a pas vu apparaître ça. Alors peut-être on avait des données qui finalement ça se passait pas. Et sur simulation, c'était raisonnable. Ça doit pouvoir effectivement apparaître. Là, ça nous a pas gêné. Là, ce qui est présenté, c'est la configuration le coloriage, il est fait selon la variable C, c'est ça? Tout à fait, oui. C'était dans un contexte image, peut-être c'était propre à l'image. Voilà, les données sur en tout cas, les premières données avec le réseau, c'est des données qui sont finalement relativement simples, hein, parce qu'en fait, on a vraiment juste une matrice d'adjacence qui est 0 ou 1 en entrée, et l'encodage par le GCN est assez efficace en fait. D'ailleurs, il y a plein de travaux. D'ailleurs, pour l'instant, on est avec un GCN, mais en fait, là, on va venir changer, parce qu'en fait, on a vu qu'il y a quand même des réseaux convolutifs pour réseaux qui sont maintenant beaucoup plus puissants que ça. Donc, on va aussi. J'ai un stagiaire justement qui est en train d'essayer de changer le GCN sur un autre type des jeans pour qu'ils soient apparemment beaucoup plus efficaces pour encoder des réseaux. Pour le niveau de sparsité de piloté, je crois que c'est comme 1 ou 2, c'est gérable. Parce que par exemple, dans les clusters qui se retrouvent in fine vides, ça dépend de... Alors, c'est une bonne question aussi. C'est vrai que sur la partie pharmacovigilance, la sparsité est vraiment, vraiment très, très, très importante. Et avec le fully connected, ça passe bien. Par exemple, avec le LSTM, on a des problèmes de débordement. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment des problèmes numériques parce qu'on est tellement proche de 1 que des fois, le 1, ça va, mais c'est le 1 moins 1 qui commence à poser problème. Et là, en fait, avec le LSTM, des fois, on a des petits soucis numériques dus à ça. Et c'est vrai que là, le full connected était plus agréable là-dessus. Ouais. Donc, bon, c'est des. Après, ce que je vous passe sous le tapis, hein, c'est bien sûr qu'il y a du réseau de neurones. Hein, donc, il y a tous les paramètres des réseaux de neurones, le pas de descente, ce genre de choses à régler. Donc, ça, c'est des choses qui, pour le statisticien que je suis, c'est un peu nouveau. Hein, donc, c'est un prix qu'il y a à payer qui est assez important. C'est très joli à présenter comme ça, mais il y a eu un petit peu de travail derrière de réglage de pas de descente. Hein. Merci beaucoup, hein, c'est très inspirant et je pense que l'IRT devrait s'en inspirer pour faire marier les autres. En tout cas, ça c'est quand même, c'est quelque chose où moi je suis un peu arrivé par un certain nombre de travaux et aujourd'hui je trouve que ça a vraiment du sens et c'est vrai que dans mon équipe on en fait pas mal avec des résultats qui sont assez originaux de ce côté-là. Et en plus, on découvre finalement des nouveaux champs de travail. C'est vrai que là, finalement, j'ai apporté un certain nombre de solutions et vous avez vu que j'ai ouvert aussi un certain nombre de questions. Hein. Donc en fait, finalement, on s'est regéné du travail pour les années à venir. Au tout début, il y avait sur un graphe, il y avait des boucles sur les nœuds, même dans la Enron. Il y en a, ouais. Il y en avait ou pas? Oui, il y en a, bien sûr. Il y a des gens qui s'écrivent à eux-mêmes, beaucoup. C'est Paul Valéry, il avait une citation aussi sur les gens qui s'écrivent. Non, il disait la pauvreté d'esprit pour les gens qui sont toujours d'accord avec eux-mêmes. Voilà. C'est vrai que au moins, on s'écrit à soi-même. Voilà. En général, on n'a pas de réponse dans le sens qui nous dit que je la trouve celle-là. Paul Valéry, c'est vrai que plus, j'utilise souvent les citations de Paul Valéry parce qu'il a travaillé, il a dirigé le centre universitaire méditerranéen à Nice pendant un certain nombre d'années. Et une fois, j'ai eu la chance j'allais à une conférence au CUM, donc sur la promenade des Anglais. Je suis arrivé vraiment une demi-heure en avance et j'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas un bureau où je peux me travailler? J'appartiens à l'université. Et le monsieur, sans me demander rien, aucun papier, m'a dit, oui, pas de souci, venez, je vous accompagne. En fait, il m'a juste fait travailler sur le bureau de Paul Valéry. Il m'a ouvert donc en fait, j'ai un immense bureau de Paul Valéry, la chaise, la mer derrière, c'était assez incroyable. Donc vous savez que depuis, je pioche volontiers dans les citations de Paul Valéry, donc celle-là me plaît beaucoup. Sur le premier exemple que tu as présenté, le premier travail sur la pharmacovigilance, je me suis posé la question si derrière, parce que finalement il y a les groupes de médicaments et les groupes d'effets indésirables,
s'il n'y avait pas des variables cachées derrière sur des groupes d'individus. Parce que j'imagine que si certains médicaments sont mis prioritairement à des vieux, par exemple, ou à des jeunes, et ils ne vont pas réagir avec des effets indésirables de la même manière. Et donc, quelque part, est-ce qu'on n'est pas en train de coder une autre variable qu'on aurait fait bon, forcément, c'est une très bonne question. Le problème, c'est que là, on se heurte à la nature de la donnée, qui est un peu confidentielle. Et en fait, là, on travaille, nous, sur des agrégats, et on n'a pas accès à la déclaration individuelle, pour des raisons assez évidentes. L'objectif là, ce travail sur la pharmacovigilance, en fait, ça prend vraiment. Le centre de pharmacovigilance de Nice est extrêmement convaincu par l'intérêt. Donc là, ils sont en train d'agréger un certain nombre d'autres centres de pharmacovigilance nationaux pour essayer de travailler ensemble et d'avoir un peu plus de données et de remonter même au réseau national. Et là, par contre, on pourrait obtenir des autorisations qui nous permettraient de travailler sur les déclarations. Après, il faut voir aussi que les déclarations, elles sont de plusieurs types en France. C'est-à-dire qu'il y a des déclarations que nous, patients, pouvons faire directement en ligne. Mais là, par contre, c'est du texte libre. Et en gros, ça veut dire qu'après, c'est réinterprété par un médecin pour le rentrer dans la base. Donc, il lit le texte et il essaye de comprendre. Et souvent, ce genre d'information, on ne l'a pas forcément. Et après, il y a toutes les données qui viennent des hôpitaux. Parce que les médecins, donc les services, doivent normalement alimenter la base nationale aussi, en déclarant dans leur service quels effets indésirables ils ont observés. Et là, par contre, eux, comme c'est des médecins, ils ont la capacité à rentrer directement ces informations. Donc ça, ces informations, on peut les avoir sur ce qui vient des hôpitaux. Mais c'est pas la plus grande part, pour une raison, c'est qu'en fait, dans les hôpitaux, les gens, ils n'ont pas le temps. Donc en fait, les gens du service de pharmacovigilance, toutes les semaines, ils vont eux-mêmes faire le tour des services de l'hôpital en disant est-ce que vous n'avez pas eu des trucs un peu intéressants qui ont été déclarés cette semaine à la mano. Et en gros, même si le système informatique existe, malheureusement, ils ont pas. Les médecins n'ont pas le temps. Et notamment, en fait, ce serait surtout aux urgences qu'il faudra le faire rentrer. En fait, aux urgences, ils ont autre chose à gérer. Et oui, bien sûr. Une question. Les effets indésirables sont toujours des variables discrètes. En fait, les effets indésirables, c'est listé. En fait, il y a une sorte de catalogue. C'est un catalogue, mais c'est pas. Je veux dire, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y a, je sais pas, la température, c'est 38, 39, 40. Enfin, non, les effets indésirables, c'est vraiment des symptômes. Il y a une sorte de catalogue de symptômes. Oui, mais discret. C'est une ontologie. C'est un truc vraiment. C'est un référentiel. Et donc ça, ils veulent surtout pas bouger parce que ça, c'est. Elles ne sont pas catégorisées non plus. Il y en a pas des plus forts que d'autres. Non. C'est des variables catégorielles ou numériques? C'est vraiment le nom du symptôme, quoi. Donc en fait, voilà. Après, c'est catégoriel et puis après tu coches que ce médicament a généré ça. D'ailleurs, souvent il génère plusieurs trucs un médicament. C'est marrant qu'ils n'aient pas mis, qu'ils n'aient pas structuré plus que 5 catégories. Je pense qu'il doit y avoir une hiérarchie dans les symptômes aussi. C'est hiérarchisé, mais pas par gravité. C'est par famille de choses. Enfin, je ne suis pas très à l'aise. Ces familles d'effets indésirables, ce n'est pas ceux que tu retrouves dans les groupes. Non, on ne le retrouve pas. Justement, c'est ce que j'avais dit. On pourrait le clustering qui finalement apporte à la fois des groupes qui pourraient correspondre à des catégories d'âge et de l'autre côté à des types de groupes de variables. Ça, on a regardé, bien sûr, ça se recoupe peu. J'ai une question sur les données, en fait. On voyait. Ah oui, de très grandes barres, là. Ouais. Ça, c'est le lévothyrox. Donc là, le lévothyrox, ça c'est assez typique de tout ce qui est rendu public. Donc dès qu'il y a de la publication, pour eux, dès qu'il y a de la pub sur un médicament qui va mal, en fait, les gens qui le prennent, ils déclarent tout. Donc en fait, c'est extrêmement inconfortable pour eux. C'est-à-dire qu'en fait, donc là, en fait, on voit qu'effectivement, donc là ici, là, c'est les médicaments sont là. Et donc là, on voit qu'on a le lévothyrox qui allume quasiment tout, parce qu'en fait, les gens, ils ont entendu parler de lévothyrox, donc en fait, ils le prennent et forcément, ils ont quelque chose. En général, ils ont quelque chose. Et donc
Et donc, ils ont eu mal au genou la veille, ils le disent, alors je ne sais plus ce que c'était le lévothyrox, c'est peut-être un truc pour le rein, enfin bref, ils déclarent tout. Et donc, en fait, ça, c'est vraiment le genre de situations qui sont extrêmement inconfortables pour les centres de pharmacovigilance. Et ce qui est vraiment, cette période-là est vraiment intéressante pour eux, donc pour ça qu'on a travaillé là-dessus, parce que là, il y a lévothyrox, il y a Mirena, et en plus, il y a eu un autre petit truc très spécifique avec un anticoagulant qui est trouvé ici, et que vraiment, les médecins nous ont déclaré qu'ils ont vraiment failli le louper à l'époque, là, tellement c'était petit par rapport aux énormes vagues de Mirena de lévothyrox. C'est des hypochondriaques, en fait, qui sortent. Ah, oui, bah oui, c'est pareil. Là, je n'ai pas les données sur les vaccins Covid, mais c'est pareil, les vaccins Covid, ils allument tout. Les gens ont déclaré tout avec les vaccins Covid. Alors, c'est un peu différent parce que au moment des vaccins, il y a beaucoup de gens qui ont eu, alors que peut-être les lévothyrox, il n'y en avait pas tant que ça, mais ils se sont beaucoup exprimés. Ah oui, voilà. Alors que pour les vaccins, il y a eu quand même, je ne sais plus combien de milliards maintenant, ils ont donné de vaccination. C'était aussi moi, ce que je vous ai montré, c'est comme les premiers de la vaccination, donc on n'était pas encore à la vaccination massive, et puis après, en fait, ça s'atténue aussi, parce que finalement, les gens après ont réalisé que ça allait, quoi. Donc, le nombre de retour, c'est pas normalisé par rapport au nombre de fois où c'est administré. Non, là, c'est tout simplement parce que c'est pas. Par exemple, là, c'est pas une information qu'on a facilement. Donc, dans un monde idéal, on pourrait éventuellement faire ça. Par exemple, là, il faudrait croiser avec les données de la sécurité sociale. Enfin, avec le nombre de ventes de médicaments. Hein. Oui, mais ça, c'est la sécurité sociale qui gère ça. C'est pas la même base de données, quoi. C'est par exemple, c'est pas l'hôpital, quoi, qui a ça. Et c'est pareil, par exemple, les données du SNIRAM, donc le remboursement de la sécurité sociale. Par exemple, à Polytechnique, vous avez des collègues qui ont travaillé là-dessus. C'est aussi très connu que, en fait, les gens, ils achètent des médicaments, ils ne les prennent pas forcément. Oui. Donc, en fait, bon. Alors, c'est vraiment des sujets où il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et c'est assez confortable parce qu'il y a beaucoup à défricher, quoi. Mais c'est vrai qu'on est toujours sur ce genre de choses. Et en fait, on se heurte à des choses qui sont des bases de données qui se recoupent difficilement, qui ne sont pas au même endroit, etc. Pour information, à l'IRT, on a un petit travail en ce moment sur le Covid long. On explore un petit peu en ce moment sur le suivi de cohortes de personnes qui ont touché le Covid long. Vous avez suffisamment de données? Oui, on a un partenariat avec l'hôpital. Il est vrai que toutes ces discussions font penser à l'explicabilité en fait, de l'IA, parce que tous ces échanges-là, c'est des explications qu'on essaie d'avoir suite à des expertises humaines. Et donc, du coup, là, comme c'est des réseaux de neurones, donc souvent les réseaux de neurones sont utilisés comme des boîtes noires, on a un résultat, mais on ne sait pas trop pourquoi tel individu a été placé dans tel cluster. Donc, là, il y a quand même des variables. Voilà. Donc, par exemple, sur ce travail-là, le réseau de neurones ne gère que la dépendance temporelle. Donc là, il y a quand même un effet du réseau de neurones qui est assez faible, en fait. Par rapport aux deux autres modèles, où par contre, là, les deux modèles d'après, là, le réseau de neurones encode vraiment les données, donc transforme les données d'entrée. Donc là, on est quand même sur une explicabilité qui est beaucoup plus faible. Même si, après, si on passe le fait on se dit que l'encodeur a fait un bon travail, après, c'est explicable, ça, c'est effectivement quelque chose qui peut être difficile à entendre pour des gens qui n'y croiraient pas. Celui-là, par contre, c'est quand même le réseau de neurones ne gère que la dépendance temporelle, donc c'est quand même quelque chose d'assez léger, on va dire, dans la modélisation. Et effectivement, là, c'est vraiment la partie clustering et ces matrices-là qui sont intéressantes pour les médecins à regarder celle-là. Celle-là et après les dynamiques. Quoi. Donc là, en fait, les réseaux de neurones ne font quasiment que gérer que lisser les cours, en fait. Je reviens sur quelques slides avant, tu as le modèle qui est présenté de façon symbolique. Là. En fait, ici, ZW, donc c'était les médicaments, les effets indésirables. Je parlais tout à l'heure d'une troisième variable peut-être qui aurait pu être les groupes de patients. On pourrait imaginer de travailler en co-clustering à 3 dimensions avec des groupes de patients qui arriveraient avec une autre variable.
Alors, déjà, tu pourrais très bien avoir, effectivement, comme sur le modèle d'après, une sorte de covariable. On pourrait déjà, simplement, même sans des groupes de patients, on pourrait mettre des covariables sur les patients. Oui. Un truc observé, c'est-à-dire qu'on connaît leur âge, on connaît leur sexe, donc là, on pourrait tout à fait le faire. Donc là, ça serait, je sais pas, une sorte de covariable ici, mais là, observé. Donc là, quelque part, c'est juste... Au lieu tu mets... d'avoir 3 dimensions, d'étendre 3 dimensions sur... Alors ça, est-ce que ça a du sens que les gens... Bon, alors leur âge évolue, certes. Ouais. Est-ce que vraiment ils vont changer leur nature? Je ne sais pas ça. Est-ce que ça aurait du sens de modéliser la dynamique là-dessus? Je pense. Après, bon, tout est possible, mais tout se paye. Parce que ça va être déjà numérique. Eh oui. Mais en tout cas, à minima, une covariable sur les indicateurs sur les patients serait, à mon sens, très facile à gérer ici. Une question en ligne. Oui. Thibaut qui demande si vous avez essayé d'utiliser des réseaux convolutionnels, CNN, AND. Pour gérer ça? Pour le gérer à temporalité? En général, dans les études. Alors sur le deuxième travail, c'est un Graph Convolutional Network qui gère les entrées sur le réseau. Donc il est convolutionnel et Il demande pour la temporalité, oui. Non, ça on n'a pas essayé. On a essayé un fully connected et un LSTM. C'est vrai que le LSTM est assez intéressant quand même au final, qui n'est pas utilisé ici. À distance, vous pouvez prendre à distance, vous pouvez prendre la parole aussi si vous posez une question. On va pas tarder à finir, mais. J'ai une question par rapport aux évêques. Vous disiez que. Un peu plus fort, peut-être, par exemple. Oui, par rapport aux évêques, vous disiez qu'il y avait des effets des groupes qui se reformaient à différents intervalles de temps avec des personnes différentes globalement. Est-ce que ça peut être pas relié aussi à la répétition d'événements religieux, le type des conciles et autres? Alors, bien sûr. Donc là, après, de toute façon, ça, ce sont des approches non supervisées. Donc, en fait, en gros, nous, on détecte ces structures-là. Il faut que l'historien, après, il aille regarder ce que ça veut dire. Donc, dans le travail, donc là, on l'a pas. Là, le collègue n'a pas encore eu le temps de regarder ces données-là. Sur le travail précédent d'il y a 10 ans, c'était très intéressant parce qu'il y avait à peu près la même chose qui se passait à des temps différents. Et effectivement, c'était des choses, on va dire, du même type, mais qui étaient vraiment liées, pas au fait qu'ils se réunissaient, parce qu'en fait, tout le monde se réunit tout le temps. En fait, hein, les données sont comme ça, sont vraiment sur la base de réunions. Mais par contre, c'était vraiment des réseaux de pouvoir. C'est-à-dire que de 50 ans plus tard, ou 100 ans plus tard, il y avait le roi qui mobilisait des évêques pour faire la guerre à un autre pays, donc enfin, la même démarche qu'on retrouvait. Voilà, donc, parce qu'en fait, bon, vraiment, d'ailleurs, l'article d'il y a 10 ans, en fait, il essayait de répondre à une question historique qui était: est-ce que l'Église a le même rôle dans toutes les régions et provinces, dans tous les royaumes et provinces de la Gaule mérovingienne? Et donc, on avait vraiment fait ce travail de savoir si l'objet ecclésiastique était utilisé pour les mêmes raisons de pouvoir dans les différents royaumes, ce qui finalement n'était pas le cas du tout, parce qu'il y avait des royaumes extrêmement où l'Église était vraiment très très présente comme objet de pouvoir, et puis par exemple la Provence, où là pas du tout, la Provence, il n'y avait aucun enjeu politique, comme mon collègue historien dit, c'était que des cutéreux. Alors maintenant que j'habite là-bas, c'est un peu difficile à dire. Mais en gros, il n'y avait pas d'objet politique, donc en fait, l'Église n'était pas du tout mobilisée. Donc oui, il y avait des très grosses différences. Donc on retrouve des schémas de pouvoir qui sont similaires. Donc ça, après, effectivement, ça pourrait être dû à d'autres choses, mais ça, c'est vraiment à l'expert, après, d'aller voir quelle est la nature des groupes qu'on a trouvés. Là, c'est une approche tout à fait non supervisée, donc après, il faut enquêter. Une dernière question. Oui, une dernière question. C'était juste, je suis curieuse de savoir comment vous arrivez à encoder les textes sur les arêtes ou les arcs. Alors ça, c'est l'encodeur ETM dont je suis assez mal à l'aise. D'ailleurs, je suis un peu mal à l'aise pour t'expliquer à la fois le GCN et à la fois l'ETM. Donc là, c'est vraiment des encodeurs qui
Bon, en gros, ça part avec des sacs de mots, et après, ça fait des sortes de couches qui bricolent des choses. Voilà, c'est vraiment des structures de réseau, quoi. Donc là, le réseau profond. Le GCN pour le graphe, c'est pareil. C'est générique, automatique. Oui, voilà, c'est des architectures. C'est des architectures qui existent, et par contre, nous, le seul truc qu'on optimise, c'est le poids de chaque neurone, quoi. Les fonctions d'activation aussi, peut-être. Donc c'est pour, en fait, d'ailleurs, finalement, donc là, on a fait des choix de GCN, de l'STM, de TM, mais en fait, finalement, les approches que je vous présente, elles sont réplicables, quel que soit le réseau de neurones. Donc là, vous changez le réseau de neurones, du moment que ça prend bien les bonnes données d'entrée, que ça sort bien ce qu'on veut, ça marche, quoi. Donc c'est pour ça qu'on était parti avec un fully connected au début. Après, on a vu que le STM c'était un peu mieux, on a essayé. Là, pareil, on est parti avec GCN. En fait, on a lu quelques trucs, on a dit que les jeans, ça a l'air d'être mieux. Donc là, c'est vraiment des sortes de morceaux qui sont tout à fait transposables. En tout cas, la méthodologie générale tient, quel que soit l'encodeur et le décodeur. Bon, merci beaucoup encore, Charles.